Bienvenue dans Trouver sa voie, le podcast dédié à ceux qui cherchent le job idéal. Je m'appelle Alban Mas et tous les 15 jours, je vous propose des tutos et des interviews pour avancer dans votre discernement professionnel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, que dis-je, le sujet le plus important de l'orientation scolaire et professionnelle. J'ai nommé le réseautage. Vous savez, c'est ce truc qu'on ne fait jamais alors qu'on sait très bien que ça changerait notre vie. J'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui au micro avec Jean-Baptiste Morin, qui est ce qu'on pourrait appeler un vrai praticien de la gestion de carrière et qui va nous partager le fruit de son expérience. Vous allez voir, le sujet le passionne et ça s'entend au micro. Il va nous parler de réseau bien sûr, mais d'une façon inattendue. Loin des sentiers battus, il va nous inviter à aborder le réseautage sous un nouveau regard, avec en quelque sorte une philosophie nouvelle. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse en très bonne compagnie. Salut Jean-Baptiste. Salut Alban. Bienvenue au micro de Trouver sa voie. Merci. Je suis très très content d'avoir ce petit moment avec toi ce matin parce que pour ceux qui nous écoutent, Jean-Baptiste est expert depuis maintenant quelques années en orientation d'étudiants, en carrière, gestion de carrière, en réseautage aussi. On va parler de ça ce matin. Avant tout Jean-Baptiste, est-ce que tu peux te présenter, me partager un peu qui tu es, ton parcours et Behave, la boîte que tu as créée il y a quelques années? J'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Si je devais me définir, alors aujourd'hui je me présente professionnellement comme carriérologue. C'est un mot assez pompeux, mais qui au-delà d'être pompeux me permet déjà de retenir l'attention, ce qui est un des sujets quand on veut vendre ses activités. Et le deuxième, je trouve qu'il expose assez précisément la réalité de mon métier. Il se trouve que la carriérologie, ça existe. C'est une discipline que j'essaye de présenter comme ça. C'est une discipline qui consiste à faire émerger de tout parcours de vie l'identité professionnelle de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que l'identité professionnelle? C'est l'ensemble des contextes professionnels dans lesquels il est bon qu'une personne soit, bon pour elle-même et bon pour les bénéficiaires directs et indirects de son travail. Il se trouve qu'il y a 5 ans, j'ai créé un modèle d'orientation et de gestion de carrière dont le but premier s'ancre parfaitement dans cette définition de la carriérologie. Donc il y a quelques mois, je me suis dit je vais m'autoproclamer carriérologue, puisqu'effectivement c'est précisément ce que je vise à faire avec ce modèle d'orientation et de gestion de carrière. En quelques mots, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc si je fais la boucle de mon parcours, pareil, ça me paraît un peu pompeux, mais je me présente comme étant expert en ingénierie de l'orientation. En quelques mots, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le conseil en financement de l'innovation, ce qui m'a fortement sensibilisé à l'aspect conseil, posture de conseil en tout cas et d'accompagnement. Donc pour des entreprises, donc en B2B pour des entreprises, PME, start-up, grands groupes. J'ai eu également l'opportunité pendant 2 ans, juste après mon mariage avec ma femme, d'être volontaire de solidarité internationale, donc on appelle le VSI, qui est l'équivalent du VIE avec une connotation orientée humanitaire et impact social, où nous étions professeurs d'université en Indonésie. À ce moment-là, j'ai identifié chez moi une appétence certaine pour la pédagogie. Nous sommes restés en Asie, nous avons été à Singapour, où j'ai repris une activité de consultant assez plus classique. Et à un moment donné, j'ai eu un moment de nostalgie assez poussée sur cette expérience d'université qui m'a fait faire un bilan de compétences il y a 6 ans, à l'issue duquel je me suis retrouvé face à mon identité professionnelle, qui consiste à faire émerger l'identité professionnelle d'autres individus. Donc là, j'ai initié il y a 6 ans un changement de carrière, où j'ai découvert les enjeux de l'ingénierie de l'orientation. Donc j'ai d'abord été recruté à Singapour sur le campus de l'ESSEC, une école de commerce française qui a un campus là-bas, où j'ai posé les bases de ce qui est devenu aujourd'hui mon expertise. Et voilà, je suis rentré en France, nous sommes rentrés en France il y a 5 ans, pardon. Et juste avant de prendre mon poste, en tout cas dans cette transition entre l'Asie et la France, j'ai posé les bases de ce modèle qui s'appelle Behave. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou si je te laisse rebondir pour en parler plus. On va en parler. Je vais juste faire. On va faire une toute petite digression, mais j'aime bien cette expression que tu as d'ingénierie de l'orientation. Je te laisse développer un petit peu avec ce que tu mets derrière toi, mais moi je suis convaincu que ça s'apprend et qu'il y a de la méthodologie, il y a de la réflexion, c'est une vraie discipline, une vraie science, la recherche d'emploi, le réseautage et l'orientation. Et je te laisse développer un petit peu là-dessus. Alors pour développer, je vais devoir présenter le modèle Behave, parce qu'en fait tout part de là. Behave, ça s'écrit B-E-H-A-V-E, ça veut dire se comporter en anglais.
Le constat que j'ai fait il y a 4 ans, quand il a été question pour moi de prendre la responsabilité de l'orientation de 4000 étudiants dans dans l'école de commerce de Rennes, Rennes School of Business, et en transition avec la précédente expérience, je me suis dit en fin de compte, qu'est-ce qui se joue? J'ai essayé de prendre de la hauteur sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui se joue dans un processus d'orientation de population massive? Parce que là, on parle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'étudiants ou d'individus. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que l'enjeu, notamment quand on est dans l'enseignement supérieur, c'est d'assurer que les étudiants soient employables. C'est-à-dire qu'en sortie de parcours, ils puissent rapidement, facilement, trouver des opportunités professionnelles qui vont leur permettre de vivre de leur activité, de leur diplôme. Et assez rapidement, mon attention s'est posée sur la question du recrutement. Qu'est-ce qui se joue en fin de compte à bien y réfléchir dans le recrutement? Ce qui se joue dans le recrutement, selon moi, n'est que l'aboutissement d'un processus de confiance entre ces parties. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux parties ont dû sentir l'une vers l'autre un climat de confiance tel qu'elles se sont dit « Ok, on travaille ensemble et voici les clauses de notre contrat et de notre collaboration ». Et donc, j'ai vraiment posé ce point sur l'aspect de la confiance en me disant, mais la confiance, comment est-ce qu'on génère de la confiance? Et assez rapidement, je me suis dit, en fin de compte, le principal vecteur de la confiance, qu'est-ce que c'est? C'est le comportement. Le comportement, selon moi, c'est la combinaison de 3 paramètres, le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Donc le verbal, c'est les mots que j'utilise pour faire passer un message. Le paraverbal, c'est l'intonation et le rythme de ma voix. Et le non-verbal, c'est toutes les autres choses qui envoient des messages, que je le veuille ou non. Et donc l'enjeu, c'est de maîtriser suffisamment ces comportements dans la vie quotidienne, notamment dans un contexte large de recrutement, pour créer un climat de confiance. Et c'est là que j'ai observé que comportement en anglais se dit to behave, et je me suis dit mais c'est quand même assez étonnant que le mot behave qui veut dire se comporter s'écrive B-E-H-A-V-E. Est-ce que l'histoire de ce mot n'est pas la rencontre du verbe être et du verbe avoir, to be et to have en anglais? Donc j'ai fait quelques recherches, il semblerait que ce soit pas le cas. Enfin bon, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur l'histoire de ce mot-là. Et c'est là que j'ai eu ce flash en me disant mais c'est pas possible qu'on puisse pas faire un lien entre être et avoir et comportement. Et donc c'est là que j'ai posé les bases de ce modèle qui visuellement se représente avec 2 cercles qui s'entrecroisent. To be, ce qu'il est, et un autre cercle qui correspond aux compétences, savoir-faire, ce qu'on appellerait les hard skills en anglais, l'expertise acquise ou en cours d'acquisition qu'il a avec lui, to have. Et en fait, visuellement, ce sont 2 cercles, le cercle be et le cercle have, qui sont en intersection. Et la rencontre de ces deux crée ce que j'appelle, moi, la zone de quête, qui correspond à l'ensemble des contextes professionnels qui nécessitent à la fois des qualités humaines et une personnalité, donc to be, et des compétences techniques acquises ou en cours d'acquisition. L'intuition que j'ai, c'est que cette zone d'intersection entre le be et le have n'est vide pour personne. Il suffit tout simplement de mener un travail d'introspection, de réflexion, d'orientation, sincère et authentique pour faire émerger les contextes professionnels à la rencontre du be et du have. Et la magie du dispositif fait que be plus have égale behave. Donc l'individu peut s'attendre un peu comme un fruit, comme une conséquence à avoir un rayonnement comportemental contagieux, en tout cas qui peut, moyennant un contexte de formation, créer les conditions de la confiance. C'est un modèle théorique, mais que j'ai développé pendant 3 ans et demi, 4 ans, et aujourd'hui j'ai créé une entreprise qui vise à faire rayonner ce dispositif pour un large public, étudiants, adultes, en début, milieu ou fin de carrière. C'est intéressant, et d'ailleurs ta boîte aujourd'hui s'appelle Behave. L'entreprise s'appelle Behave Orientation and Careers, qui traite des sujets d'orientation et de gestion de carrière. Ça me plaît pas mal cette façon d'essayer de penser l'orientation. On peut l'accompagner, on peut faire beaucoup de choses, mais penser les choses de manière macro, comme tu l'as fait toi, de manière un peu méta, quoi, en visant des modèles qui peuvent toucher une promotion et pourquoi pas même plus, quoi, pourquoi pas même toute une génération. Et, c'est quelque chose d'assez nouveau. Moi qui suis un peu dans cet univers-là depuis quelques années avec ce podcast notamment. C'est toujours une relation one-to-one qu'on entretient entre un consultant et un client, entre un coach et son client, entre conseiller en orientation et un étudiant. Et là, je trouve ça très intéressant, cette façon globale de raisonner et ces modèles que tu poses de soft skills, hard skills et de ce qu'on met au milieu, qui peut être transposé, encore une fois, à un très grand nombre. Alors, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure en présentant l'ingénierie de l'orientation, en disant que c'est une science
En fait, pendant les premières années à l'issue desquelles j'avais posé les bases de ce modèle, il a fallu penser tout un parcours pour sensibiliser ces masses d'étudiants aux enjeux de l'orientation de la connaissance de soi, de la gestion de carrière court, moyen, long terme. Et en fait, assez rapidement, j'ai été confronté à la réalité, à la difficulté et la délicatesse de ce sujet-là. Et je me suis rendu compte, je dirais pas que c'est une science, je dirais pas que c'est purement un art. C'est quelque chose qui est probablement entre les deux. Alors attention, je vais utiliser des mots assez pompeux aujourd'hui. La métapédagogie, tu as utilisé le mot de méta tout à l'heure. Le mot de métapédagogie, il dit quand même des choses intéressantes. La pédagogie, c'est transférer une connaissance, voire une compétence d'un sachant vers un apprenant. On peut pas apprendre la carrière. On peut pas apprendre un individu à savoir. Je dirais que ça s'apprend pas. C'est pas une compétence. J'entends beaucoup en ce moment de contenu sur la compétence de l'orientation, etc. Je pense que précisément le sujet de l'orientation n'est pas une compétence, c'est une question d'abord et avant tout de maturité. On ne peut pas forcer un individu à devenir mature plus vite qu'il ne le peut ou qu'il ne le veut. On peut semer des choses dans son cœur ou dans son cerveau ou dans son être pour qu'effectivement, en espérant que des choses vont émerger, mais il n'y a que lui qui est maître de sa propre maturité. Et qu'à ce titre, le mot de compétence pour l'orientation n'est pas approprié. Donc, l'enjeu, c'est de créer un climat, un parcours, appelons comme on veut, qui va faire émerger cette maturité suivant le temps qui est propre à l'individu. Et l'autre pilier de la gestion de carrière, qui pour le coup, lui, est une compétence, et c'est un de mes enjeux stratégiques importants, c'est de faire percevoir l'intelligence du réseau d'abord et avant tout comme une histoire de compétence et non pas comme une histoire de personnalité ou de naissance, entre guillemets. Il est vrai en effet qu'il est peut-être plus facile, plus naturel pour certaines personnes de réseauter, mais le réseau est tellement important dans une carrière qu'il n'est pas possible que ce ne soit réservé qu'à une catégorie de personnes supposément bien nées parce que avec un réseau naturel dans leur cercle familial ou une personnalité naturellement à l'aise avec ces sujets-là. C'est pas possible, c'est tellement important que c'est pas possible. Je trouve ça injuste, donc je prends ce sujet à bras le corps pour démystifier ça et pour le plus tôt possible faire germer dans le cerveau, le cœur, dans l'esprit des étudiants le fait que réseauter est à portée de main, à portée d'individus, d'intelligence, que ça s'apprend. Il suffit juste de comprendre ce qui se joue dans ce qu'on appelle le réseautage. On va aller bien dans le détail là-dedans maintenant. C'est le sujet en effet d'aujourd'hui, mais je trouvais ça intéressant qu'on prenne le temps de comprendre qu'est-ce qui t'a amené là, parce que avant d'aller vraiment dans notre thème sur le réseautage, il y a quelque chose que tu as dit, moi, qui retient mon attention, c'est que on a tendance à penser que justement le réseautage est une affaire de maturité, c'est-à-dire qu'en grandissant, on a plus de réseaux, qu'on est plus solide, etc. Et qu'inversement, l'orientation est un sujet de réflexion et de compétence. Et en fait, toi, ce que tu viens à proposer, c'est l'inverse, c'est de dire non, l'orientation est sans doute avant tout une histoire de temps et de maturité. Et en revanche, le réseautage, lui, il s'apprend et il est une vraie discipline. C'est intéressant parce que je pense que c'est le contraire de ce que on a tendance à penser quand on survole un peu le sujet. C'est un des enjeux. L'orientation, en effet, nécessite, par des interventions extérieures à la personne, nécessite un cadre, des outils, des méthodologies, etc., pour faire advenir la personne à sa propre maturité. Mais pour ce qui concerne l'individu qui est au cœur de son orientation, il y a en effet des choses à savoir, qu'est-ce qu'il y a sur les formations, etc. Mais quand on va au fond du sujet, l'orientation, j'ai défini, il a fallu en fait au fur et à mesure des années que je définisse ce que je percevais comme étant orientation et intelligence du réseau pour bien comprendre ce qui est en jeu. Et en effet, oui, donc je te paraphrase, en effet, l'autre pilier, pour le coup, lui, ça n'est pas qu'une histoire de maturité, c'est aussi une histoire de compétence. Et donc, comme toute compétence, ça s'acquiert et donc c'est beaucoup plus facile quand on comprend que c'est une compétence. Ça démystifie, en tout cas c'est un de mes enjeux, démystifier pour que ça soit accessible au plus grand nombre. C'est très à la mode aujourd'hui de faire des choses pour le plus grand nombre, mais c'est quand même ça l'enjeu. C'est une belle introduction vers donc le sujet qu'on a essayé d'orienter ce matin sur comment réseauter quand on n'a pas de réseau. Alors tout le monde a du réseau évidemment, mais le clin d'œil qu'on fait ici, c'est qu'on est nombreux à avoir l'impression de ne pas en avoir. Et surtout quand on est jeune diplômé, jeune actif, étudiant, on a l'impression de partir vraiment de zéro. Pour toi, Jean-Baptiste, quel est l'enjeu? Avant d'aller dans le comment, il y a un peu le pourquoi, c'est en quoi le réseautage est un enjeu pour toi?
notamment chez les étudiants et les jeunes actifs? L'enjeu, donc c'est bien évidemment en effet de trouver un poste qui correspond, un poste ou une opportunité professionnelle qui correspond au projet professionnel de la personne. Mais l'enjeu plus quantitatif et plus palpable, c'est de permettre aux personnes d'accéder aux fameuses 60, 70, 80% des opportunités du marché caché de l'emploi. Bon nombre d'experts du recrutement s'accordent à dire que les opportunités de travail se répartissent à travers deux grands marchés. Le marché ouvert et le marché caché. Le marché ouvert constitue l'ensemble des opportunités professionnelles explicitement publiées par des entreprises à travers des offres d'emploi, de stage, d'alternance, publiées sur tous les fameux job boards, LinkedIn, tous les portails en fait qui compilent ces offres ou dans les rubriques carrières des entreprises visées. Et ce marché ouvert représenterait 20 à 25, 30% seulement des opportunités de travail effectivement réelles. Les 60 à 70% restants sont dites cachées, c'est-à-dire que pour tout un tas de raisons, des besoins de ressources sont identifiés, mais parce que le temps de valider entre le profil du poste, avec la finance, si on a le budget pour recruter, etc., il se passe du temps entre le moment où un manager opérationnel identifie la nécessité de ressources additionnelles pour mener à bien ses missions et le moment où ce besoin est explicité avec une offre d'emploi publiée et rendue publique, donc, eh bien, pendant tout ce temps-là, il se passe du temps pendant lequel le besoin est bien présent, il n'est tout simplement pas encore explicité. Et donc, l'enjeu, c'est de permettre à des individus, déjà, d'avoir conscience de cette réalité et ayant conscience de cette réalité, de comprendre comment on peut explorer, comment on peut aller à la chasse au trésor, à la chasse à l'information, pour aller dégoter ces informations qui vont permettre de découvrir des opportunités cachées ou en tout cas en cours de validation en interne chez les entreprises. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a, premièrement, évidemment, le réseautage sert à décrocher un entretien ou un job. Ce que tu rajoutes, c'est que les 2/3 des boulots, voire les 3/4, sont dans un marché caché, c'est-à-dire que pour des questions de temporalité ou même tout simplement de choix interne, les offres, oui. Seulement 1/4 ou 1/3 des offres est disponible en fait sur Internet et public, quoi. En fait, disons, c'est un peu comme l'iceberg, c'est-à-dire que il y a un processus. Elles sont cachées. Effectivement, ça peut défendre des volontés des entreprises, mais c'est pas qu'elles sont cachées, c'est qu'elles sont pas encore publiées, elles sont pas encore rendues publiques. Donc le besoin est là, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que on est en train de valider, ça prend du temps, le RH en vacances, il revient dans 15 jours, etc. Bon, je donne tout un tas d'exemples. Et puis à un moment donné, ce besoin, il est structuré, il est formalisé, il est publié. Donc ça, c'est rendu public. Et là, les offres, les candidatures déferlent les entreprises et votre candidature est noyée parmi les dizaines. Donc l'enjeu, c'est d'aller chercher ce qui se trouve avant que l'offre soit publiée. Okay. Et tu as dit tout à l'heure le réseautage, l'enjeu du réseautage, c'est de trouver un job. Eh bien, c'est peut-être là qu'on va faire une bascule. Précisément, en fait, pour trouver un job, un des enjeux, c'est de candidater. Quand je vois une offre d'emploi qui m'intéresse, l'entreprise pose une question, j'ai un besoin qui peut m'aider. Ah bah moi, je suis candidat, voici mon CV, je candidate, je réponds aux questions qui me sont posées. Le réseautage, l'enjeu est totalement différent. Et je dirais même précisément, et c'est là le cœur de ce que j'appelle la pédagogie du réseautage, l'enjeu du réseautage, l'enjeu premier du réseautage ne doit pas être de trouver un poste. Et avec cette phrase-là, on commence à rentrer dans l'état d'esprit attendu, supposé d'un bon réseauteur. C'est-à-dire que il y a une phrase qui dit bien le propos, c'est trouver un travail doit rester la conséquence heureuse d'une bonne activité de réseautage. C'est-à-dire que la finalité première, bien évidemment, l'enjeu ultime d'un individu qui cherche un poste, c'est de trouver un poste pour en vivre, bien évidemment. Ça, c'est son enjeu personnel. Mais quand on parle d'enjeu professionnel, le réseautage suppose une finalité qui est de discuter business entre professionnels. Et discutant business, trouver un travail doit rester la conséquence heureuse d'une bonne activité de réseautage.
J'allais te demander pourquoi est-ce que quasiment personne ne le fait, et je crois que tu viens de me répondre indirectement, parce que réseautage est associé à quémander un boulot pour la plupart des gens. Et donc c'est très bloquant, c'est terrifiant d'activer un réseau, surtout un réseau... Oui. J'en viens parfois à faire cette analyse sociologique froide. Donc quand je dis froide, c'est-à-dire que je porte là encore un regard avec de la hauteur de vue sur ce qui se joue dans un exemple très quotidien qu'on a tous vécu et qui permet en général de comprendre, de faire comprendre aux individus ce qui se joue en fait. Ça fait une espèce de bascule intellectuelle. Je vais te partager cette analyse pour effectivement illustrer ce que tu viens de dire, c'est que la plupart du temps, on a l'impression de quémander. L'analyse, c'est la suivante. Il nous est tous arrivé en marchant dans la rue de parfois se faire interpeller par des SDF qui nous demandent de l'argent pour vivre. Ce que je vais dire, il n'y a aucun jugement ni d'un côté de celui qui est interpellé, ni du côté de celui qui interpelle. C'est une analyse sociologique. Qu'est-ce qu'on ressent? Je vais te poser la question, Alban, qu'est-ce que tu ressens quand, pour tout un tas de raisons, tu es amené à décliner, voire à ignorer la personne qui t'interpelle? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Une grande frustration, un mélange de culpabilité et de frustration. Effectivement, on se sent mal en fait. Pourquoi on se sent mal? Parce qu'on a tout simplement refusé quelque chose à quelqu'un qui en avait besoin, à savoir de l'argent pour vivre, et en ça, c'est absolument pas condamnable. Mais qu'est-ce qui se joue sociologiquement? La personne, le SDF qui est dans la rue, nous interpelle, parfois il nous tutoie, etc. Et directement, il commence la relation en nous demandant de l'argent. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut. Bien souvent, on est amené à décliner, voire pire, à ignorer, et on se sent mal. Pourquoi on se sent mal dans son cœur? Parce que tout simplement, c'est cette personne qui est en besoin, bien évidemment, mais commence une relation sociale en me mettant dans une situation potentiellement très inconfortable, qui est de dire non. Il est très désagréable dans la vie quotidienne de dire non à quelqu'un. Donc si on calque ça à une recherche d'emploi, imaginons un étudiant, une personne qui est en transition, qui cherche un poste, donc son enjeu c'est de trouver un travail pour vivre, etc., pour faire vivre sa famille, etc., pour vivre. Si la personne aborde ses relations sociales, type réseautage, etc., avec cet état d'esprit de « je demande un travail parce que j'en ai besoin », eh bien, il faut calquer ça avec l'histoire du SDF qui, bien souvent, prend pas le temps de savoir si je passe une bonne journée, comment je m'appelle, de rentrer en contact pour effectivement exprimer son besoin, et on peut le comprendre, encore une fois, tout ça il n'y a aucun jugement de valeur. Mais c'est juste pour comprendre ce qui se joue. Donc, une personne qui contacte quelqu'un supposément en réseautant, en disant je vais le contacter parce que je cherche un stage ou un poste ou une alternance, c'est pas du tout la bonne approche. Ça va se voir à 10 km à la ronde. Donc l'enjeu d'un point de vue comportemental, c'est de faire en sorte que ça transpire pas à 5 km à la ronde que je contacte telle personne parce que je cherche un boulot. Je le contacte pourquoi? Parce que je souhaite discuter de sujets à caractère professionnel, business, macroscopique, etc. Et qu'est-ce qui se joue derrière? La personne qui va être contactée sur LinkedIn ou approchée, etc., elle va se dire « Tiens, cette personne me contacte parce qu'elle veut parler business ou je ne sais quoi. » Bien évidemment qu'elle va se dire « Elle a peut-être une idée derrière la tête. Elle est juste suffisamment intelligente et mature pour pas me l'amener très lourdement. Bonjour, je vous contacte parce que je cherche un stage ou un boulot ou une alternance. » Et ça, me semble-t-il, ça change tout. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent à ça, ok, bon, en gros, c'est une démarche intéressée, c'est du lèche-bot, etc. Eh bien, oui, c'est une démarche intéressée, mais c'est là que je retourne le sujet dans l'autre sens. C'est une démarche intéressée au sens étymologique du terme. Nous avons le droit de porter un intérêt sincère et authentique à nous dire une personne. Et c'est tout le socle du réseautage, c'est d'être une démarche sincère et authentique. J'ai le droit d'être sincèrement et authentiquement intéressé par ce que tu as à me dire. Et si dans mon comportement, l'intérêt que je porte à ce que tu as à me dire est visible et palpable, et ben du coup, effectivement, la personne peut se sentir en confiance et partager des informations à caractère confidentiel, très précis, précieux, etc., en vue de. Donc l'enjeu, c'est tout simplement d'être capable de créer un climat de confiance tel pour que quand on prend un café et qu'on discute, eh bien la personne se sente bien, mais pour des vraies raisons. Et ça, c'est pas factice. On peut pas
On force pas quelqu'un à avoir confiance en quelqu'un d'autre. Ça se génère par un comportement. Et je reviens à Behave. Le comportement n'est qu'un fruit réseauté. Après, c'est aussi encore une fois, tout ça c'est théorique. Hein. Les formations que je délivre, elles ont pour but de permettre aux individus d'incarner tout ça. Mais réseauté, en fin de compte, ça n'est qu'un fruit. Ça se travaille, c'est des postures. Il faut comprendre les codes socio-professionnels qui régissent le monde du réseautage. Parce que tout ça, c'est des codes. Ça s'apprend, en fait, tout simplement. Il faut juste comprendre ce qui se joue d'un point de vue socio-professionnel. Ouais, je trouve que ta métaphore, elle est très parlante. On s'est déjà tous sentis dans cette posture très inconfortable d'être devant son téléphone, à pas oser passer ce coup de fil parce qu'on sait très bien la position et l'inconfort des deux côtés, en fait. Le nôtre et celui de la personne qui va décrocher. Et pour ceux qui ont déjà quelques années de boulot au compteur, on a tous déjà été sollicités par quelqu'un qui nous demande non pas un conseil, mais un boulot, avec une approche, des questions pas précises, un projet pas du tout défini, et se retrouver en inconfort de ne pas savoir que répondre, avec une vraie volonté d'aider, mais d'être un peu démuni face à cette demande. Merci. Et il craint de devoir dire non. Ouais. Ah non, je vais devoir lui dire que j'ai rien pour lui. Vous qui nous écoutez, vous arrangez-vous quand vous contactez quelqu'un pour ne pas le mettre dans cette posture socio-professionnelle de vous dire non. Faites en sorte de ne pas explicitement ou implicitement poser une question du style « En fait, là, je suis au bout de ma vie, je cherche un boulot, vous n'avez pas un poste pour moi. » Ça, c'est votre problème. En fait, c'est pour ça que je parle aussi. Il y a aussi une histoire de maturité, c'est-à-dire qu'une personne qui cherche un boulot, fût-il pour des raisons calendaires qui deviennent anxiogènes, oui, ça peut être stressant, anxiogène. Si je transfère mon problème vers la personne que je contacte, pareil, si d'un point de vue sociologique, le but d'un recruteur n'est pas d'aider les gens à vivre. Une entreprise qui recrute, c'est d'abord parce qu'elle identifie chez la personne qu'elle a les compétences pour répondre à un besoin à caractère professionnel. On n'embauche pas quelqu'un, hors cas exceptionnel bien évidemment, d'abord pour lui permettre de vivre. On embauche quelqu'un parce qu'il y a un besoin de compétences et que l'entreprise voit dans cette personne-là la façon de répondre à ses enjeux professionnels, business, etc. Si je récapitule un peu ce que tu nous dis, il y a le premier petit conseil qui est de dire ne cherchez pas un job, cherchez des rencontres heureuses, quoi, des rencontres utiles pour vous et pour la personne qui vous recevra. Ce que tu dis aussi, ça va un peu plus loin, c'est faites en sorte de ne pas vous mettre, ne pas mettre l'autre dans une situation où il devrait vous dire non. Le type de question qu'on m'a posé, le type de demande qu'on va faire. Il y a un troisième point que tu viens de nous dire, à demi-mot, c'est que la temporalité du chercheur n'est pas la même que la temporalité du recruteur. Oui. Tu disais que quand on cherche, on peut se retrouver un peu aux abois, dans une forme de détresse professionnelle, parce qu'il est temps qu'on trouve un job. Et qu'on peut avoir tendance à, du coup, chercher un boulot au lieu de chercher des contacts, mais aussi aller très vite et arriver frontalement face à un contact avec une sorte d'urgence que lui ou elle ne vit pas de son côté et qui peut créer un décalage. Oui, tout à fait. Je vais peut-être paraphraser ce que je viens de dire, mais en effet, on a le droit d'être stressé par une recherche d'emploi. Ça, c'est tout à fait des choses qui peuvent arriver. C'est la vie, en fait. C'est la vie qui peut parfois nous mettre dans des situations inconfortables. Mais si l'enjeu, c'est d'explorer le marché caché, encore une fois, marché ouvert, marché caché, le marché ouvert, c'est facile, c'est du très court terme. Je vois une entreprise qui publie une offre, l'offre m'intéresse, je ne me pose pas de questions, je postule. Bien évidemment, avec une belle candidature, etc. Il existe tout un tas de ressources. Maintenant, la candidature, pour moi, je considère que c'est plus c'est acquis, quoi. 20%. Donc, il s'agit juste quand on est dans une phase de recherche, d'avoir une stratégie qui soit à l'image de ces 20% de marché ouvert et des 80% de marché caché. On décide pas de créer de la confiance comme ça sur un claquement de doigts ou autour d'un café. Ça prend du temps de créer de la confiance. Donc, les stratégies de réseautage doivent être vues dans une dynamique moyen-long terme. Alors, moyen-long terme, je parle pas d'années, mais quelques mois. C'est-à-dire qu'entre le premier contact et le moment où un poste peut se émerger, etc., il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois. Tout simplement parce qu'il faut que la relation entre les individus se tisse, la confiance se tisse et que les informations se partagent. En gros, ça sous-entend ce que tu dis, d'accepter cette temporalité-là. Ah bah oui, tout à fait. Qui est incompressible, en fait. Oui, tout à fait, exactement. Mais dès lors qu'on reste dans cette dynamique de discuter business, en fait, le réseautage est presque une fin. Si c'est vu comme un moyen, c'est foutu.
Parce que si c'est vu comme un moyen, c'est qu'effectivement, je suis en galère de job et il faut vraiment que j'aille voir tel bonhomme qui, on m'a dit qu'il était dans un super poste, etc. Si ça devient un moyen dans la posture intellectuelle, eh ben ça va finir par se voir. Il faut que les gens parviennent à se dire, je vais dans ce cocktail, dans ce petit-déj, dans cet after-work, dans tel et tel événement, ou prendre tel et tel contact avec telle personne, parce que j'ai des questions précises à caractère business, professionnel à lui poser. Je veux échanger des informations, des thématiques, des problématiques. C'est ni compliqué ni facile. C'est une gymnastique intellectuelle. Je sais précisément ce que je cherche, quelles sont les grandes questions qui peuvent intéresser un individu. Et pareil, il faut bien comprendre qu'un individu qui accepte de prendre un café avec vous, c'est pas de la philanthropie. Une personne qui accepte de partager du temps avec vous parce que vous venez de la part de machin, etc., etc. Oui, il y a peut-être un acte premier de générosité parce que vous avez un point commun ou parce qu'effectivement c'est assez grisant d'aider quelqu'un. Si votre sujet est bien amené, en fin de compte, vous mettez la personne que vous contactez en posture confortable de donner des conseils. C'est très satisfaisant de donner des conseils. Donc oui, effectivement, il y a peut-être une dynamique philanthropique de générosité. Mais sans doute pas que, et c'est pas grave en soi, il n'y a rien de malsain dans tout ça. Si vous amenez bien votre sujet, si vous avez réussi à cartographier les grands enjeux auxquels un individu peut être confronté dans sa vie professionnelle et que vous souhaitez en parler, moi je suis professionnel, je suis manager dans mon activité, etc. Bien évidemment, je vais aller prendre un café pour discuter, pour élargir mes horizons, pour confronter des idées, pour voir comment ça se fait dans d'autres industries, etc. C'est du débat, donc il ne faut pas se dire je suis redevable à vie de la personne qui a accepté de me consacrer un quart d'heure. J'incite à ne pas considérer a priori que c'est de la philanthropie. C'est a priori que la personne a aussi un intérêt à discuter, à faire de la veille en fait. Prendre un café avec quelqu'un sur un sujet qui m'intéresse, bien sûr que ça m'intéresse. C'est pas un quart d'heure, je peux rester une demi-heure, une heure. Ouais. Et à un moment donné, oui, encore une fois, il y a une espèce d'implicite. Bien évidemment, la personne va se dire, bah oui, s'il me contacte, il a peut-être une idée derrière la tête. En effet, et je reviens sur, il a juste la maturité de pas me le dire très lourdement dès le début. Et puis à un moment donné, dans le cœur de la discussion, il se peut aussi que rapidement, vous êtes tellement performant dans votre maîtrise de ce moment informel de discussion business que la personne va se dire, mais en fait, là, je suis face à un type qui a une vraie expertise et je partage de l'info. Bah tiens, tu pourrais rencontrer Michel qui travaille sur le projet machin, ou ah bah ça tombe bien, on va ouvrir un poste dans 6 mois. En fait, les questions qu'on va poser sur ce genre d'entretien, c'est pas parce qu'on n'est pas en train de chercher un job qu'on n'a pas le droit de poser des questions aussi comme comment bien chercher un boulot dans ce secteur? Comment se passe le recrutement dans ce secteur? Là, tu nous parles d'un échange d'égal à égal, mais qui est parfois peut-être un peu compliqué quand tu as 20 ans et tu te retrouves avec quelqu'un de 50 ans qui a 30 ans de boutique. J'entends ce que tu dis sur la veille business pour la personne de 50 ans. Ça peut même lui faire une sorte de petit vivier de potentiel recrue pour un jour. Je vois bien l'intérêt derrière. Oui. Mais il y a un moment aussi où... notamment quand la personne qui cherche un boulot est pressée pour des contraintes financières, etc. Oui. J'ai l'impression qu'on peut poser la question de comment marche le recrutement dans ce métier ou dans ce secteur, mais qu'on peut ne pas le faire lourdement. Je sais pas si ton approche va jusqu'à dire que on n'en parle même pas, quoi. Non, et bien évidemment, encore une fois, tout ça s'enracine dans une relation. Le slogan. Il y a 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, j'ai identifié la nécessité de porter une vision claire sur ces sujets-là. C'est-à-dire une phrase, la puissance d'un slogan, c'est que c'est censé être court, impactant. Tout ce qui a guidé depuis 5 ans mes initiatives pédagogiques, la conception du parcours, etc., est tendu vers cette phrase-là. Trouver un travail, c'est surtout maîtriser l'art de la rencontre. Tout ça, c'est très fragile. En effet, pour tout un tas de raisons, tel café avec telle personne, ça prend super bien. Pour tout un tas de raisons, ça mange pas bien, ça prend pas bien parce que je suis contrarié, parce qu'il est arrivé en retard ou ce genre de... Il y a plein de choses qui peuvent expliquer le fait que telle rencontre précise à tel endroit, dans tel lieu, entre 2 personnes, ça marche pas, ou c'était cordial, parce qu'il y a les personnalités qui rentrent en ligne de compte, parce qu'il y a tout un tas de choses qui font que ça peut prendre ou ça peut ne pas prendre. Bien évidemment, à un moment donné, on peut subtilement exprimer la réalité. Bah écoutez, c'est très intéressant ce que vous me dites là. Là, moi, je suis en train d'affiner mes choix de carrière. Je me pose la question, est-ce qu'il est plutôt stratégique de... Ah oui, en effet, je vais avoir un stage à faire dans 6 mois.
puisque vous me dites là, est-ce que stratégiquement, j'ai pas plutôt intérêt à aller sur ce sujet de la RSE ou le sujet du marketing produit, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et hop, subtilement, en posant une question de stratégie de carrière, j'ai distillé le fait que je cherchais un stage en 6 mois. Mais l'air de rien. Ou alors, oui, en effet, qu'on discute, le cœur de la discussion prend bien, ça se passe bien, ils vous partagent les infos. C'est bien qu'on se rencontre. On va lancer un produit là dans 4 mois, un gros sujet parce qu'en fait on maîtrise assez peu la cible, c'est des jeunes adultes, etc. Bref, je brode. Tiens, le mec il me dit qu'il va lancer un produit dans 4 mois, etc. Je suis un étudiant en marketing. Je pourrais lui dire, écoutez, c'est très intéressant ce que vous me dites. En fait, il faut juste éviter de prononcer. Éviter, encore une fois, je suis pas extrême dans mon truc, mais c'est pas pareil de dire, écoutez, moi je serais ravi de faire une mission pour vous, que vous dire, vous n'avez pas un stage pour moi. En fait, il faut que ce soit tendu vers l'autre et non pas tendu vers soi. Mon problème, c'est de trouver un stage. D'accord, c'est mon problème. Son problème à lui, il vient de me l'exprimer, c'est qu'il lance un produit dans 4 mois ou dans 6 mois où il a telle thématique. Visiblement, c'est un enjeu important pour lui, il veut pas se louper. Je rentre dans son monde. Donc, en parlant de mission pour vous, c'est la même chose que de dire je cherche un stage pour moi, mais sauf que c'est dit totalement différemment. Et ça n'est pas hypocrite ou intéressé, c'est juste une façon mature de dire oui, j'ai beau avoir 20 ans, vous avez 45 ans, 50 ans. En effet, tu l'as dit tout à l'heure, Alban, pour un manager de 45 ans, ça peut être très intéressant de savoir ce qui se dit dans une école pour voir comment les compétences évoluent au début d'une carrière. Ouais, Donc en fait, il y a plein de subtilités pour amener, pour suggérer ou le dire, mais subtilement. C'est très clair ce que tu poses là. C'est comment est-ce qu'on peut tourner la relation vers l'autre et non pas vers soi. Et j'imagine même que dès lors qu'on a cette approche-là, il y a une grosse pression qui s'envole. Parce qu'on n'a plus rien rien à prouver, quoi. Il y a rien à prouver. Alors, ce que ça implique, encore une fois, les personnes qui nous écoutent, qui veulent se mettre en posture de réseautage, ça implique le premier élément, c'est d'être clair sur son identité professionnelle. C'est qu'on ne va pas réseauter si on ne sait pas assez ou significativement précisément ce qu'on cherche. Si c'est pas le cas, on va se griller. Vous allez vous griller. Une personne qui veut se mettre en dynamique de réseautage pour aller explorer le marché caché, le présupposé, j'insiste bien là-dessus, c'est qu'elle soit significativement claire sur ce qu'elle cherche en effet comme poste. Griller, ça veut dire vous abordez quelqu'un parce que vous n'êtes pas clair, parce que vous n'êtes pas à l'aise, etc. En fait, ça va se sentir. Votre comportement va vous trahir. Et vous allez tout simplement vous griller, c'est-à-dire que la personne va se souvenir de vous, pas pour les bonnes raisons. Et c'est ça un des enjeux aussi du réseautage, c'est que votre enjeu, en allant prendre un café ou en allant initier une démarche de réseautage, c'est que la personne avec qui vous allez échanger se souvienne de vous pour des bonnes raisons, pour la qualité de la relation que vous aurez eue, de l'échange que vous aurez eu ensemble. Même l'enjeu, c'est presque qu'elle se souvienne pas tant de votre prénom, mais qu'elle se souvienne de 6 mois plus tard, après cette rencontre-là, attends, j'ai rencontré un étudiant là, ou un jeune pro là, je vais dire n'importe quoi, marketing, digital et RSE. Comment il s'appelle déjà? Il avait l'air clair, il était en train de travailler sur un sujet, il avait bien saisi, il avait bien croqué les enjeux auxquels on est confronté. Donc en fait, il faut qu'on se souvienne de vous parce que vous aurez réussi à challenger, à nourrir votre interlocuteur. Même à 20 ans, on peut avoir une réflexion. Bien évidemment qu'à 20 ans, on va pas s'attendre à ce que vous soyez aussi compétent qu'à 30 ou 40 ans. Mais on peut quand même poser des questions. On peut être clair sur un sujet. On peut faire passer un bon moment à un individu, même s'il a 10, 15 ou 20 ans de plus que vous. Il faut que les gens se souviennent de vous pour les bonnes raisons. Et on se souvient de vous pour les bonnes raisons, par la qualité de présence que vous avez aux gens, et parce que vous avez l'air, mais c'est même pas l'air, c'est que vous êtes précis, vous êtes clair sur les questions que vous posez, vous rebondissez, et là effectivement ça prend le relais à la maturité. Tu vois l'enjeu? Carrément, je suis en train, en t'écoutant, de penser que pour ça, j'imagine qu'il faut être au clair non seulement sur la cartographie des stages ou jobs qu'on envisage, oui, mais aussi sur les questions qu'on se pose. Ah bah oui, mais en fait tout ça c'est pour ça que je dis que c'est presque un fruit, dans le sens où
Si le travail d'introspection, de réflexion, de bilan, de compétences, ou tout ce genre de choses a été fait sérieusement, avec compétence par les personnes, donc les départements carrière des écoles, ou par des coachs, ou par toutes les parties en jeu au moment du processus d'orientation, la personne va s'attendre en fait, Behave, la rencontre de Be et de Have, ça sort pas de nulle part, c'est pas de la magie, c'est quelque chose qui vient s'ancrer dans la personne. Donc bien évidemment, il va y avoir un regain de maturité, un regain de clairvoyance, un regain d'assurance, même si on débute. Donc l'enjeu, c'est effectivement de savoir, même pas de savoir, non pas en se forçant, c'est d'abord de faire un bon processus d'orientation. Et le fruit de ce bon processus d'orientation, c'est une maturité, c'est une clarté, c'est une clairvoyance, c'est une précision, c'est une aisance, c'est une curiosité saine qui va. Ensuite, on tire sur la ficelle en fait. Alors avec des formations, ça se forme. Moi, j'ai conçu une expérience de réalité virtuelle qui immerge dans un exercice ultra banal mais ultra puissant du réseautage, qui est de prendre un café avec quelqu'un. J'ai modélisé des scénarios adaptatifs, c'est-à-dire que la technologie s'adapte à ce que va dire l'apprenant. L'apprenant joue son propre rôle. Il est immergé dans une réalité virtuelle vidéo, c'est-à-dire qu'elle interagit avec un acteur. Et le scénario va s'adapter en fonction de la capacité qu'il a à l'instant de l'expérience à créer de la confiance. C'est un peu gamifié, en fait, il y a des points à gagner ou à perdre, etc. Et à la clé, je ne vais pas dévoiler, mais à la clé, il y a un trésor, enfin bon, un trésor en l'occurrence c'est un poste, il y a tout un parcours, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, dans lequel l'étudiant ou l'apprenant s'immerge et est confronté à la vraie vie de la poignée de main, rendez-vous à 14h, place de la République, dans l'ascenseur. Alors là, on peut passer 1 heure sur ce qui se passe dans l'ascenseur. Pareil, la machine à café, qui paye le café? Pareil, on peut en parler 1 heure. Ensuite, on va s'asseoir dans la cafétéria. Tout ça, il y a des codes, une visio. Ça commence toujours par les quelques premières secondes. Ah bah tiens, ah bah ça capte pas. Ah bah comment allez-vous, etc. Toutes ces choses-là, c'est modélisé. Ça a été produit dans une réalité virtuelle pour que les gens s'exercent, pour qu'ils puissent maîtriser l'art de la rencontre. En termes d'expérience, ça donne envie d'explorer. Je veux bien concevoir que c'est une forme de muscle dont on parle là. La confiance dont tu parles, elle se nourrit d'actions qui créent de la confiance, qui elle-même se nourrit d'actions à son tour. Ça, c'est un peu la base. La confiance en soi, c'est rien d'autre que des actions réussies à répétition. Ah oui, c'est très juste, ouais. Et donc, que ce soit par une expérience de réalité virtuelle comme tu le proposes, que ce soit par des formations telles que tu les proposes, j'imagine, avec des mises en situation réelles, ou que ce soit dans la vraie vie. Oui. Mais ne démarrons pas à 50 ans ou à 35 ans. Je veux dire, à 18 ans, on est déjà assez mature sur les questions qu'on se pose pour pouvoir se jeter dans le grand bain intelligemment et avec le niveau de complexité qu'on est en mesure de pouvoir gérer. Et ça se muscle, quoi. C'est ce que j'entends, c'est ce qui transpire un peu de ce que tu dis, c'est que c'est une question de confiance de l'autre et confiance en soi, un peu. L'analogie du muscle est très puissante. C'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment cet équilibre entre ma propre maturité. En effet, à 20 ans, on n'attend pas d'un individu à 20 ans qu'il ait la maturité socio-professionnelle d'un individu de 40 ans. Bon, ça c'est dit. La pédagogie du réseautage a pour but de démystifier ce qui se joue d'un point de vue socio-professionnel dans un café, un cocktail, un dîner entre amis, etc., etc. Toute la richesse des opportunités prévues ou imprévues, formelles ou informelles que la vie propose. Et dès lors qu'on comprend ça, et ben du coup, il suffit de s'exercer d'abord tout seul dans son salon à prononcer des mots, avec des amis dont on sait qu'il n'y a pas tellement d'enjeux, dans une réalité virtuelle où effectivement c'est ultra fidèle à la vraie vie, il n'y a aucun enjeu parce que c'est un acteur, donc il n'y a pas d'enjeu. Et l'enjeu, c'est de se dire, je vais de toute façon, un jour ou l'autre, être confronté à aller prendre un café avec quelqu'un, à prendre un ascenseur avec quelqu'un que je ne connais pas, qui lui ne me connaît pas non plus. Donc il va falloir de toute façon que j'apprenne à maîtriser ces enjeux, ces moments-là, qui pour certains sont très naturels, qui pour d'autres sont tétanisants. L'enjeu, c'est de se dire que ça se prépare. La question, est-ce qu'on parle de la pluie ou du beau temps? C'est magique. Tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre en fait. Il faut comprendre ce qui se joue dans la banalité. J'aime bien ce terme de banalité de la vie quotidienne. Prendre un café avec quelqu'un, c'est ultra banal. C'est banal, mais ça se prépare.
Et quand on a pris 10 cafés avec des personnes qu'on connaissait pas, on est prêt pour le 11e. Exactement. Et quand on s'est entendu dire, parce que la réalité virtuelle là, que je propose, il y a une captation vocale qui n'enregistre pas, mais en tout cas, d'ailleurs, si, à un moment donné où ça peut impacter le scénario. C'est-à-dire qu'il faut que la personne s'entende dire bonjour monsieur, je suis ravi de vous rencontrer. Écoutez, vous avez le bâtiment est vraiment magnifique. Ou alors, non, il pleut aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. S'entendre dire pour pas qu'il se surprenne le jour où il va être amené à le vivre, parce que ça c'est la vraie vie, pour pas qu'il se sente bonnet, tout penaud. Les premières secondes, on sait tous que c'est déterminant. Ce qui se joue d'un point de vue sociologique, c'est deux individus qu'on suppose matures et responsables qui apprennent à faire connaissance. C'est pas compliqué, c'est pas simple non plus, ça se prépare. Bon, écoute, merci beaucoup, c'est super intéressant. On va bientôt arriver au bout de cet épisode-là. Ça donne envie d'aller plus loin, mais il faut bien s'arrêter à un moment. Avant de passer au défi, comment tu voudrais conclure ce qu'on est en train de se dire là? Alors pour conclure, en fait, moi, mon enjeu, c'est de marquer les esprits, de marquer les intelligences des individus, notamment en début de carrière. Et il y a 1 an et demi, pour marquer le contenu de ce que je propose, j'ai rédigé un poème en alexandrin qui résume, je trouve, parfaitement tout ce que j'ai essayé de vulgariser depuis qu'on discute ensemble. Donc, je me propose de vous proclamer ce poème. Le titre du poème s'appelle « Le réseautage ou l'âge du réseau ». Vous a-t-on toujours dit que le plus important, c'est bien sûr le réseau pour votre développement. Mais combien parmi vous peuvent me détailler ce qu'il faut après tout pour savoir réseauter? Pensez-vous comme beaucoup que celui qui réseaute ne sait rien faire d'autre que de lécher des bottes? Croyez-vous comme beaucoup que ce n'est pas pour vous? Je ne sais comment faire, je n'en ai pas le goût. C'est sans doute parce que, en tout cas à vos yeux, cela n'est qu'un moyen. Voilà qui est fâcheux. Réseauter est une fin, c'est là toute son essence, et décrocher un job qu'une heureuse conséquence. Il vous faut désormais repartir de zéro, saisir que réseauter vous l'avez dans la peau. Vous serez gré d'apprendre que c'est une compétence, qui certainement s'acquiert, c'est même une évidence. Vous avez tout en vous, c'est du comportement. À vous dès à présent de comprendre comment réseauter se conjugue. Et oui, vous allez voir, c'est presque aussi simple que être et avoir. Étudiant, diplômé, pro en reconversion, je ne vous laisserai pas dans la confusion. Je m'arrête, mais avant, je partage un grand rêve, que chacun d'entre vous incarne son behave. Merci beaucoup pour ce partage. Et donc, comme dans chaque épisode de ce podcast, on termine toujours par un défi. Dans ton cas, ce sera 2 défis que tu vas proposer aux auditeurs. Par quoi tu veux démarrer? Le premier défi, alors pour vous qui êtes attentifs à l'intelligence du réseau, qui souhaitez vous mettre en mouvement pour explorer le marché caché en mobilisant votre intelligence du réseau. La première question qu'il faut que vous vous posiez, est-ce que vous êtes capable, en seulement 3, 4, maximum 5 mots-clés, de circonscrire précisément les contextes professionnels dans lesquels vous souhaitez vous investir? Quand je dis précisément, c'est vraiment en termes de fonction, / de métier, / de secteur d'activité, / de typologie d'entreprise, etc. Si vous n'êtes pas en mesure, en seulement 4 ou 5 mots, de dire précisément les enjeux professionnels auxquels vous souhaitez répondre, c'est qu'il faut d'abord mener un travail approfondi d'orientation. Si la réponse est oui à cette question-là, je vous propose 2 micro-actions. Une première qui consiste à taper les 4 ou 5 mots-clés spécifiques de votre identité professionnelle dans Google en rajoutant le mot « actualité » et à tout simplement décortiquer et à lire les 10 ou 15 premiers résultats de la page Google pour effectivement découvrir quels sont les grands enjeux autour des 4 ou 5 mots-clés qui constituent votre identité professionnelle. Et de faire 2e micro-action, la même chose dans LinkedIn, à savoir rentrer dans la barre de recherche les 4 ou 5 mots-clés que constitue votre identité professionnelle et de consulter les 10, 15, 20 premiers profils, de prendre le temps de bien décortiquer les profils et tout simplement de vous entraîner à définir des approches écrites d'invitation LinkedIn pour initier un échange et bâtir 2 ou 3 questions macroscopiques ou microscopiques liées aux résultats que vous aurez obtenus sur Google pour découvrir les grands enjeux macro auxquels sont confrontées les personnes qui font des métiers qui contiennent également ces 4 ou 5 mots-clés qui vous caractérisent. Voilà ce que je vous propose pour cette première appel à action. 2e défi,
Si vous êtes étudiant d'une structure d'enseignement supérieur ou jeune diplômé, et qu'effectivement cette réalité virtuelle dont j'ai parlé tout à l'heure vous intéresse pour vous exercer, je vous invite tout simplement à mettre en contact avec les responsables carrière, les responsables employabilité, direction entreprise, etc. de vos structures d'enseignement supérieur, école, UT, BTS, etc. Pourquoi pas faire un test pour voir si ça peut répondre à vos enjeux dans vos écoles. Ok, merci Jean-Baptiste. Bonne chance à toutes celles et ceux qui tenteront de relever ton premier défi. Et pour le deuxième, n'hésitez pas à en parler à d'autres étudiants, à des responsables pédagogiques et responsables carrière de vos universités et écoles. Parce que, comme on l'a dit, j'espère que vous l'avez bien retenu, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui s'expérimente. Et Jean-Baptiste nous en a parlé beaucoup de cette expérimentation, et je crois que c'est une expérience qui vaut la peine d'être essayée. Pour conclure la conclusion, je redis cette phrase forte. Trouver un travail, stage, emploi, alternance, c'est surtout maîtriser l'art de la rencontre. Merci Jean-Baptiste. Merci Alban de ton accueil et de tes questions pertinentes. Bon, ça s'est fait un peu dans la douleur de la connexion instable, hein, mais on a réussi.